Bonsoir, bienvenue dans ce webinaire sur l'apport du Conbim en ORL. L'idée de ce webinaire nous est venue car c'est un sujet qui attise régulièrement la curiosité de votre profession. On l'a constaté lors de nos participations au congrès, mais également lors de discussions portant sur l'équipement d'un cabinet ORL, nous en distribuons un depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On s'est d'ailleurs ainsi constitué un parc d'appareils installés un peu partout en France. Et on a découvert que les utilisateurs n'ont pas du tout forcément le même profil. On a des acquéreurs qui travaillent sans aucun associé dans des cabinets seuls ou d'autres qui sont jusqu'à 2 ou 3 associés avec eux. Et puis, aussi bien, on a eu des installations dans des grandes villes que dans des villes de taille un peu plus réduite. Par contre, ils ont tous 2 points communs entre eux. D'abord, c'est d'être heureux d'avoir franchi le pas. C'est vraiment unanime, ça fait plaisir à voir. Et puis le deuxième point commun des médecins qui se sont équipés, c'est d'avoir une réflexion sur le fait que leurs confrères devraient s'équiper également pour profiter d'avoir cet outil sous la main tous les jours. Alors, pour vous parler de l'apport du Conbim dans votre profession, j'ai le plaisir de vous présenter nos 2 intervenants. Le docteur Eric Hamelin, ORL, ancien chef à Paris, installé à Blois et heureux possesseur de cet outil. Et le docteur Philippe Katz, radiologue à Paris, grand utilisateur des Conbim et spécialiste de l'imagerie ORL. Voici le plan de déroulement de ce webinaire que vous connaissez. On va utiliser 2 particularités qu'on aime bien dans ce format de communication. Le premier, c'est la concision. Vous allez avoir toutes les informations dans le temps imparti. On terminera à 20h30 précise. Le deuxième, c'est l'interactivité. Ça veut dire que vous pouvez poser vos questions à tout moment quand vous le souhaitez. Vous avez un bandeau en bas de votre écran que vous pouvez activer lorsque vous bougez votre souris. Vous utilisez le bouton Q et R, questions et réponses. Et en posant vos questions, à chaque fin d'intervention de nos intervenants, nous leur poserons les questions qui seront donc écrites. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, lever la main pour ceux qui souhaitent parler. Ce n'est pas toujours possible dans les webinaires. On va essayer, on va le faire nous si certains parmi vous souhaitent parler plutôt que d'écrire. Et dans ces cas-là, par contre, ce sera en fin de ce webinaire où on se gardera un temps spécifique pour cela. Toujours dans le cadre de l'interactivité, dans ce cadre-là, on va interagir avec vous. Ça veut dire qu'on demandera de temps en temps votre avis sous la forme d'un quiz, comme pour les cas cliniques, par exemple, mais pas seulement. Et voici la fenêtre qui s'affichera donc à votre écran. Voici un cas typique de sondage, donc de quiz que nous vous enverrons. Et il vous suffit de choisir une ou plusieurs options pour que ensuite, lorsque nous mettrons fin au sondage et on vous partagera avec vous les résultats en direct, et ce seront nos intervenants qui pourront comme ça commenter les résultats de votre interaction et de vos réponses. Voilà pour le fonctionnement. Bon webinaire à tous. Je passe la parole au docteur Philippe Katz. Bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis heureux de participer encore à ce webinaire pour l'apport du Conbim en ORL, puisque je fus l'un des premiers à avoir importé ce type d'appareil et de Conbim et d'en avoir participé à la progression, notamment au niveau des cotations pour la sécurité sociale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un Conbim? Eh bien, un Conbim, c'est un appareil de tomographie. Je vais vous faire un petit cours d'histoire, puisque, bon, je suis certainement un des vétérans. En 69, 69-70, nous avions un premier Conbim qui était l'ancêtre du Conbim que vous voyez ici et qui était un appareil de tomographie qui avait été réalisé par les ingénieurs de la CGR, que vous n'avez certainement pas connu, qui était la Compagnie Générale de Radiologie, entreprise qui avait été principalement activée par monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Il y tenait beaucoup. Et malheureusement, cette compagnie a disparu, absorbée par
GE. Voilà. Mais nous avions des ingénieurs français qui avaient fabriqué cet appareil ici, qui était un tomographe au-dessus d'un fauteuil, et cela tournait autour de la tête du patient et nous permettait d'avoir des coupes d'oreilles beaucoup plus performantes que sur les patients allongés sur les tables. Donc ceci, c'est l'ancêtre du cone beam. Et le premier cone beam qui a été installé en France fut pour les ORL, fut le Leica de chez Xoran. Donc le Xoran que vous avez aujourd'hui dérive de cet appareil ici. Voici comment il se présentait à l'époque dans mon cabinet. C'était quand même très simple. Le volume et l'empattement sont très faibles et vous aviez un fauteuil, un repose-tête et un tube et un flat panel qui tourne autour de la tête du patient. À partir de là, eh bien, on a commencé à avoir des images de type tomographie numérique qui étaient de résolution absolument excellente. Alors, le cone beam, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une source de rayon X qui va tourner autour de la tête du patient et qui va se reproduire sur un flat panel qui est le détecteur ici, avec une certaine collimation. Donc, on imprime ici toutes les données produites par la traversée des rayons X dans la tête du patient et l'ordinateur, lui, va nous reconstruire une image en 3 dimensions. C'est assez simple, c'est un procédé qui a été mis au point dans les années, je dirais, 80, fin 90 et qui sert maintenant dans beaucoup d'appareils de radiologie. On a des flat panels plutôt que d'avoir des cassettes. Il n'y a plus de cassettes et les tomographies sont faites comme ça. D'ailleurs, il n'y a plus de tomographie, on passe directement au scanner. Alors, quelle est la différence entre un scanner et un cone beam? Eh bien, lorsque vous avez un scanner, vous avez un tube de rayon X de 140 kV qui va tourner autour de la tête du patient, ici, et avec des détecteurs. Alors, ces détecteurs, vous pouvez en avoir 32, 64, vous pouvez même avoir aujourd'hui 2 tubes, mais le tube, lui, va tourner autant de fois qu'il le faut pour faire la longueur de la tête de votre patient, c'est-à-dire, si vous voulez des sinus, il faut environ une vingtaine de centimètres de coupe millimétrique tous les millimètres, je vous laisse calculer, ça en fait beaucoup, et le tube de 140 kg va tourner, ainsi de suite, autour du patient. Donc, vous avez une prise d'image par prise d'image et une reconstruction par l'ordinateur à partir des coupes, de ces coupes-ci. Dans le cone beam, vous avez la prise d'un tour, c'est-à-dire 360 degrés autour de la tête du patient, qui va s'imprimer sur le flat panel et c'est l'ordinateur va reconstruire à partir de ce bloc. Et il va vous reconstruire une image tridimensionnelle comme pour le scanner. Sauf que ici, vous avez 500 et quelques tours. Ici, vous avez un tour. Voilà. Le tube ici fait 120 ou 125 kg. Le tube ici fait 140 kg. Je vous laisse découvrir maintenant les doses, puisque c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui m'a, à l'époque, extrêmement interpellé, puisque j'avais des vacations de scanner. Quand j'ai découvert cet appareil, je me suis aperçu que les doses étaient réduites, mais de façon considérable. Vous avez ce que l'on avait fait à l'époque, un Toshiba standard, un Toshiba modifié, c'est-à-dire un low dose, et puis le Xoran. Alors le Xoran tournant à 40 secondes, à 20 secondes ou à 10 secondes. Voici ce que donnait un standard au niveau des organes. Vous avez notamment, si vous prenez la submandibulaire ou les parotides, vous pouvez remarquer que vous montez carrément à des valeurs de 70 mg, ce qui était énorme. Si vous passez sur un cone beam, eh bien, vous êtes en dessous de 10 mg, c'est-à-dire à 0,5, 0,6, 0,7. Donc, la démonstration du peu de rayonnement avait été faite à cette époque-ci. Voici ce que donnait en détail et en grande courbe le 40 secondes, de 20 secondes et de 10 secondes. Alors, 40 secondes, 20 secondes, 10 secondes, mais vous êtes ici pratiquement, voyez, à 4 mg. Donc, on était largement en dessous des doses d'un scanner. Alors, on a fait après, enfin, on a fait, je vous ai pris ici ce que l'on avait
en comparatif entre le Toshiba standard, le Toshiba Low-Dose et l'Exoran. Et vous pouvez regarder que pour un os, vous étiez à 44,41. Et puis, quand vous passiez sur un Xoran à 10 secondes, c'est 0,09 milligray, ou en plein à 40 secondes, vous étiez à 0,31. Donc, il y avait absolument une différence énorme. Et dans nos protocoles à nous, pour les sinus, pour les enfants, pour beaucoup de choses, ça nous a permis de faire énormément de progrès, énormément de radio et d'irradier 10 fois moins nos patients. Alors, voici les doses effectives ici reproduites encore, mais en millisirven. Donc, vous avez un sinus standard fait par un scanner, et puis le Mini 4, où vous avez, vous voyez ici, un millisirven, et vous êtes à 0 quelque chose, 0,14, 0,17, 0,8, 0,2, on peut descendre. Enfin, c'est absolument l'appareil qui nous a vraiment révolutionné la radiologie standard et surtout la tomographie qui n'existe plus aujourd'hui. On n'a plus de table de tomographie. Alors, les doses pour un sinus, eh bien, elles sont celles-ci, avec un temps de rotation de 20 secondes, vous êtes à 18 millisirven. Si vous descendez à 12 secondes sur vos programmes, vous êtes à 0,09 millisirven, et encore plus rapide, si vous avez des enfants, eh bien, vous allez tomber à 0,04 millisirven. Voilà, ce qui est très, très peu. Ça représente, comme on dit, une journée de soleil que vous passez sur la plage. Donc, n'ayez pas peur du rayonnement. Sachez que depuis le temps que nous faisons de la radio de diagnostic, il n'y a jamais eu de dose létale en radio diagnostic. Et on n'a jamais pu prouver que même en ayant irradié des patients de façon importante en angiographie, eh bien, ces patients avaient développé des tumeurs derrière. Donc, c'est une idée qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des rayonnements, des rayons X. C'est quelque chose qui est très courant. Pour l'os temporal, si vous réduisez votre champ, eh bien, l'os temporal, vous aurez 0,13 millisirven à 20 secondes, alors que vous avez 0,09 à 12 secondes pour un plein champ. Donc, n'ayez pas peur non plus d'ouvrir vos champs, vous verrez, parce que c'est important, qui peut le plus, peut le moins. Et je pense que ouvrir un champ, c'est très intéressant. Pour nous, on a tendance à ouvrir au maximum. Alors, voici le Mini 4 tel qu'il se présente aujourd'hui, où vous avez votre tube. C'est un tube de 120 ou 125 kg. Et ici, votre flat panel et le fauteuil pour asseoir votre patient et la tétière. Vous voyez que par rapport à celui qu'on avait en 2002, grosso modo, ça n'a pas beaucoup changé. Alors, la qualité d'image, elle est excellente. Si vous regardez ici, vous avez un scanner à pleine résolution à un temps rapide, un scanner low-dose, et vous avez ici, sur cette image-ci, eh bien, le Mini 4, l'I4, et vous voyez que vous n'avez pas énormément de différence entre toutes ces images. Si vous prenez toujours la qualité d'image avec le Mini 4, eh bien, il avait été fait une étude de la visibilité des points de gris, excusez-moi, et les points ici que vous êtes capable de voir se situent entre 0 et plus 5000, c'est-à-dire qu'en dessous, vous ne voyez pas, au-dessus, vous ne voyez pas. Donc, même si en chromato, on est capable effectivement à la machine de détecter des points ici pour un scanner, ici, vous ne les verrez pas. Vous ne verrez qu'à partir de 0, c'est-à-dire de l'air, c'est-à-dire du noir. Et vous irez jusqu'à 5000, ce qui est le maximum. Eh bien, lorsque vous prenez le Mini 4, eh bien, votre chromato, elle s'échelonne entre 0, ici, et 5000. Et ensuite, on peut voir quelques points au-dessus.
Mais ce qui est important, c'est cette base-ci. Or, cette base-ci correspond à cette base-là. Donc, vous avez très peu de différence. Et les choses ont énormément changé parce que les softs sont bien meilleurs aujourd'hui qu'ils n'étaient déjà dans les années 2005-2006. Et voici les images que vous obtenez. Donc, vous avez des coupes frontales, axiales, coronales et des reconstructions tridimensionnelles. Alors, qui peut utiliser cette technique? Eh bien, il faut savoir que qui peut faire du radiodiagnostic? Tout médecin inscrit au tableau, c'est-à-dire ayant ses diplômes et exerçant. Vous pouvez vous acheter un appareil de radiologie, quel qu'il soit, y compris un scanner, y compris des tubes, il n'y a aucun problème. Concernant les ORL, ils sont donc parfaitement habilités à faire fonctionner un appareil de radiodiagnostic tel qu'un cone beam. Il vous faut juste une formation en radioprotection, et ça on vous expliquera après, ainsi qu'un contrôle qualité, c'est-à-dire ce qu'on appelle une PCR. Mais ça, Pierre vous expliquera, et puis Eric aussi vous expliquera. C'est très facile pour vous. On a réduit vraiment au strict minimum la radioprotection, et la PCR, elle est sous-traitée. Alors la cotation, elle a été mise en place, elle a été mise en place grâce à l'intérêt que je portais au cone beam à l'époque, et j'étais d'ailleurs un des seuls à défendre cet appareil. Et lors de du premier rapport qu'on a eu à faire sur les radiographies du massif facial, ici au niveau du crâne, j'avais réussi à faire mettre qu'un membre du groupe de lecture avait rapporté l'intérêt de la tomographie volumétrique à faisceau conique ou cone beam en alternative à la TDM classique pour ses indications. Voilà, pour ces indications. C'était extraordinaire parce que la présidente qui menait les débats avait fini par entendre qu'il y avait un autre appareil qui s'appelait un cone beam qu'on ne connaissait pas et qui était capable de faire des images ressemblant, je dirais, au scanner et donnant des renseignements qui étaient largement suffisants avec des doses très nettement importantes. Ça, c'est en 2008. Eh bien, en 2009, on en a sorti un autre, c'est-à-dire que dans un laps de temps très court, le groupe de travail précise que le cone beam peut se substituer au scanner pour le bilan des sinusites, du fait de son intérêt dosimétrique. Donc, nous y arrivons. C'est à partir de ce moment-là, en 2009, où on a commencé à dire à la sécurité sociale, eh bien voilà, il nous faut une cotation, puisqu'à l'époque, nous n'avions pas de cotation, et moi, je rapportais les cotations à une tomographie standard. Et la cotation est arrivée en 2012, c'est-à-dire juin 2012, avec les lettres de code qui s'appellent LAQK 027. Eh bien, LAQK 027 s'applique à tous les cone beam. Sauf que, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, si vous lisez la note de la Sécu, eh bien, la technique pour l'oreille, la technique pour les sinus, pour les pathologies, eh bien, elle n'est pas marquée. Il est marqué que c'est valable pour la pathologie maxillomandibulaire. Bon, ce qui est complètement dérisoire puisque la pathologie maxillomandibulaire inclut les sinus, inclut le temporal, bien sûr, puisqu'on tourne autour. Donc, c'est complètement, c'est surréaliste. Et la France, encore aujourd'hui, reste le seul pays à ne pas reconnaître cette technique pour les ORL, alors que tous les autres pays européens l'ont reconnu. On a des tonnes, mais des tonnes d'articles là-dessus, sauf en France, où on reste vraiment toujours, je dirais, un peu à la traîne. Le prix de l'acte, il est de 69 €, je vais vous le rappeler, sauf que si vous avez affaire à un enfant de moins de 5 ans, de 5 ans ou de moins de 5 ans, ça va jusqu'à 5 ans, vous devez ajouter 49% du montant de la somme, c'est-à-dire 49% de 69 €. Si vous avez un acte à faire un dimanche, parce que ça peut arriver, ou un jour férié, eh bien, vous rajoutez 40 €.
Si vous avez une urgence hors pédiatrique, de 20 heures à 8 heures, c'est-à-dire que vous prenez un patient qui vous appelle, mais il a une sinusite énorme et puis il souffre vous vous déplacez dans votre cabinet, vous rallumez votre Conbim, ça va assez vite. Eh bien, c'est 69 € plus 50 €. Et la majoration pour les radiologues, les pneumologues et les rhumatologues, elle est de 15,8% était de 16%. On a baissé, c'est pareil que les 49%. Avant, c'était 50%. Voilà. Donc, c'est 69% en standard, et puis c'est plus 50%, 49% pour un enfant, plus des majorations si vous les faites en urgence ou le soir. Quelles sont les obligations juridiques? Eh bien, le praticien est le seul responsable de son acte. C'est vous qui serez responsable et personne d'autre, même si vous avez un manip qui vous l'est fait, c'est sous votre responsabilité. Tout examen, quand il est fait, doit être remis au patient ou archivé. Retenez bien ça, l'archivage, c'est 20 ans. Donc, à vous de conserver vos disques durs. Alors, malheureusement, ça ne se conserve pas et moi, je vous conseille tous de donner l'examen soit sur un CD, soit sur du papier, soit vous le mettez sur une clé, mais vous le donnez à votre patient et vous dites « je l'ai donné ». Voilà. Et vous l'inscrivez et vous dites « rendu au patient ». Ça, c'est important parce que si on vient vous chercher une querelle quelconque, eh bien, vous pourrez toujours dire « moi, j'ai rendu l'examen au patient » et c'est noté. Et c'est noté. Vous avez l'obligation de faire un compte-rendu. Ne l'oubliez jamais. Ça, c'est très important. Sur ce compte-rendu, vous avez des obligations qui sont de mettre le nom du patient, la date à laquelle vous l'avez fait, le type d'appareil que vous utilisez et sa première mise en service. Et ça, vous devez absolument le faire parce que si on vous le réclame, le patient vous dit « je voudrais mon compte-rendu, je ne l'ai pas eu », eh bien, vous êtes obligé de lui faire. Alors, je vous conseille une chose, c'est vous faites votre examen, vous l'archivez, vous faites ce que vous voulez, mais surtout dans votre ordinateur, vous faites un compte-rendu, 2 lignes, 3 lignes, mais vous marquez ce que vous avez vu. Hein, voilà, c'est très, très important. Et ceci implique la possibilité, parce que vous en êtes le seul responsable, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que si vous êtes focalisé sur un sinus et que malheureusement il y a autre chose à côté, du style une tumeur osseuse au niveau mandibulaire et vous passez à côté, vous en serez responsable. C'est pour ça que je vous dis, qui peut le plus, peut le moins, vous ouvrez votre champ au maximum parce qu'au moins, vous aurez le plus de renseignements possible. En conclusion, voilà, et puis j'aurai fini, le Conbim reste aujourd'hui le meilleur examen radiologique pour l'approche de la pathologie ORL. Ça a été démontré, écrit, publié, tellement de fois que, bon, moi je vous le répète, mais il y a plus à en faire de questions de choix. Le Minicat, lui, il a été spécialement dédié, et ça je peux vous l'affirmer, il a été spécialement dédié pour l'ORL, pour sa qualité d'image et surtout pour sa faible irradiation et son faible encombrement. Voilà. Vous avez devant vous un appareil vous aurez devant vous un appareil qui va vous permettre d'avancer extrêmement vite dans votre pathologie. Voilà, je vous remercie. C'est simple, c'est rapide. Et si vous avez des questions à poser, vous voyez si ça vous intéresse. Merci Philippe. Deux questions qui ont été posées. La première porte sur les enfants, donc on ne va pas y répondre tout simplement parce que tu en as parlé un petit peu. Et surtout, Eric, je sais qu'il va de toute façon en parler. Donc, qu'est-ce qu'il en est des Conbim pour les enfants? Il y a une question qui était posée par un autre participant qui est: faut-il toujours éviter les cristallins? Non, vous passez sur les cristallins. Vous passez sur les cristallins, on passe sur les yeux, on n'est plus obligé de mettre des protections. La même chose sur les thyroïdes, parce que votre irradiation est tellement faible que vous risquez strictement rien. Ça a été démontré, prouvé. Vous n'esquinterez pas ni la thyroïde, ni les cristallins.
Très bien, eh ben, c'est clair. Maintenant, nous allons voir l'apport du CONBIM dans un cabinet ORL avec le docteur Eric Hamelin. Bonsoir à tous. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, je vais vous donner mon expérience de maintenant un peu plus de 2 ans de CONBIM et près de 1000 CONBIM depuis mon installation. Alors là, voilà. La première question, c'est pourquoi investir et pourquoi se décider sur l'achat et la mise en place d'un CONBIM. Alors la première chose, c'est comme je le dis régulièrement, c'est déjà la confiance. C'est-à-dire que je travaille avec Pierre depuis mon installation en 99. C'est lui qui m'a installé mes premiers appareils qui, pour beaucoup, marchent encore. Et donc, j'ai décidé de passer le pas et transformer la salle de bain que j'avais dans mon cabinet médical en pièce pour le CONBIM. Le principal, je ne vais pas vous expliquer en gros à quoi sert le CONBIM, mais je vais surtout vous indiquer pourquoi est-ce que le fait de l'avoir dans son cabinet permet, alors qu'on n'aurait pas fait cet examen et qu'on serait passé à côté de différents problèmes, le fait de pouvoir l'avoir sous la main et de se dire, ben là, j'ai une problématique avec un patient, je vais pouvoir répondre à cette problématique. Un patient qui arrive avec des symptômes de sinusite. Est-ce que c'est une sinusite? Est-ce que c'est une rhinite? Est-ce que c'est cervical? Est-ce que c'est autre chose? Eh bien, au moins, avec le CONBIM et le temps d'un examen de consultation, c'est vraiment, ça ne prend pas plus de temps qu'une consultation normale, eh bien, vous pouvez répondre à ces questions, tout en sachant que dans le cabinet, je suis le seul à avoir la formation de radioprotection, donc c'est moi qui fais les CONBIM, le plus long étant de marquer le nom, le prénom et la date de naissance. Comme je vous le disais, le principal, c'est lorsqu'un patient arrive avec une problématique, on est parfois embêté de se dire qu'est-ce que je lui fais un examen, mais je n'ai pas la réponse. Une surdité de transmission, est-ce que c'est une otite séreuse? C'est pas très clair. Est-ce qu'il y a un problème d'autospongiose? Eh bien, vous allez pouvoir répondre à la question. En termes de traumatologie, c'est pareil, une radiodésoprobe, ça ne donne pas grand-chose. Un scanner, ce n'est pas fait systématiquement sur tout problème traumatique. Vous allez pouvoir voir exactement où est la fracture et ce que l'on peut en faire. Le principe est que chaque patient et chaque médecin va pouvoir adapter son examen en fonction de sa pratique. Quelqu'un qui est surtout orienté vers l'oreille va pouvoir vérifier. Là, par exemple, c'était un patient qui avait une petite croûte sur la tique et pas très clair avec une surdité. Et en fait, le CONBIM immédiat montrait un cholestéatome apical qui n'était en fait pas visible du tout. Là, c'est un patient qui avait un problème de traumatisme nasal. On peut faire une reconstruction 3D. Et moi, qui ai une pratique importante sur tout ce qui est sommeil et en particulier chez l'enfant, eh bien, ça permet de pouvoir dépister, là en l'occurrence c'est une enfant de 11 ans, un problème orthodontique qui n'avait pas été vu et donc une bascule de langue sur lequel on était passé à côté. Un patient qui se présente avec, que l'on suit par exemple pour des sinusites récidivantes et que l'on voit régulièrement avec une image comme celle que vous avez à gauche, lorsqu'il vient avec une symptomatologie identique, avec un nez bouché, voire une rhinite, voire de la fièvre, eh bien, ce même patient, à 3 mois d'écart, le CONBIM a permis de vérifier que, en fait, malgré que la symptomatologie soit exactement la même, l'image n'était pas du tout la même. Sachant que là, on a un CONBIM 20 secondes, là, un CONBIM 10 secondes. Le CONBIM permet en quelques clics de pouvoir, en faisant quelques clics, de pouvoir avoir un dentascanner avec des images précises. Si on veut vérifier une dent de sagesse ou vérifier un granulome apical, comme on l'a ici, eh bien, on va pouvoir très rapidement faire des images très complètes.
Le principe de la dose, c'est chez un patient que j'avais opéré d'un volumineux carcinome ethmoïdal et pour lequel j'ai besoin d'un suivi un peu régulier parce qu'il avait fait une récidive et donc la récidive était très antérieure, on ne la voit pas très bien et donc je peux le surveiller avec des coupes sur 10 secondes qui montrent une image un petit peu plus floutée mais qui permet de donner des réponses aux questions qu'on se pose, sachant que l'image 10 secondes, comme le disait Philippe tout à l'heure, en termes d'irradiation, on est vraiment très faible. Lorsque on atteint un niveau d'irradiation qui est un petit peu limite, le CONBIM va nous le dire. Il va nous dire qu'on est arrivé à une dose suffisante pour l'année et donc bon, on est au courant. Le partage de l'examen, comme disait Philippe tout à l'heure, le compte-rendu est nécessaire. Mais on va pouvoir le faire de plusieurs manières. C'est-à-dire que soit on peut graver un CD sur lequel on va graver, comme le font les dentistes sur leur CONBIM, on va pouvoir graver le logiciel qui permet de lire les images d'ICOM. Mais on peut, et c'est ce que je fais moi le plus régulièrement, directement, dès que l'examen est fait, on donne un code au patient qui va permettre au patient de pouvoir voir son image. Le médecin, le dentiste, tout le monde va pouvoir le voir, sachant que c'est généré pour 3 mois. Donc, ça permet que ça ne reste pas directement sur Internet. En ce qui concerne l'archivage, comme disait Philippe, alors, bon, moi, le principe est que Xoran propose un archivage automatique dans ses locaux, ce qui permet, lorsque l'on fait un partage, ce n'est pas un partage qui est fait directement à partir de mon ordinateur, mais directement chez Xoran. En ce qui concerne le compte-rendu, soit je marque sur le dossier du patient les choses que j'ai vues, soit j'ai un logiciel médical qui est en ligne. J'ai fait un formulaire très rapide qui permet en 3 clics de pouvoir indiquer ce qu'il est important. Il est toujours très, très important de bien regarder la globalité du CONBIM pour, comme le disait là encore Philippe, pour ne pas passer à côté d'une pathologie, c'est le plus important. Une chose qui est vraiment, vraiment magique, c'est de pouvoir faire une image avant un bloc opératoire, un contrôle, et de pouvoir emporter cette image au bloc, ce qui permet directement d'avoir, lorsqu'on opère un ethmoïde ou lorsqu'on opère un sinus frontal, d'avoir l'image en direct, de pouvoir mobiliser et sans qu'on ait besoin de demander les images au patient ou de se connecter. On a directement nos images. Là, par exemple, c'était sur un rehaussement préimplantaire. On a directement une sinusite et un rehaussement. Et donc, avoir les images et en disposer où on veut, quand on veut, avec les codes qui nous permettent de nous connecter là encore directement chez Xoran, c'est un apport très important. Comme je vous disais tout à l'heure, chacun a son utilisation. Moi qui m'intéresse beaucoup aux problèmes de sommeil, on fait les empreintes optiques pour la mise en place des orthèses d'avancée mandibulaire que l'on peut matcher directement avec le CONBIM, ce qui permet de vérifier les déplacements dentaires avec l'orthèse, aussi bien sur la partie visuelle que sur la partie racine. Et donc, c'est là encore un apport important. C'est-à-dire que maintenant, les caméras type TreeShape permettent de matcher les deux, ce qui permet de pouvoir faire des coupes, de vérifier une mobilisation dentaire pour pouvoir modifier l'avancée de l'orthèse si nécessaire. Alors, bien sûr, cet examen a des limites. Même si l'irradiation est faible, il est toujours important de rester raisonnable, c'est-à-dire de se dire malgré tout qu'en particulier chez un enfant, ce n'est pas 0. Chez l'enfant, je limite au strict nécessaire les images, mais en traumatologie, c'est vraiment très utile lorsqu'on a une suspicion de fracture du nez pas très claire, d'avoir l'image. Lorsque l'enfant, en gros, a moins de 7 ans, je demande à un des parents de rentrer dans la salle. À partir de 7 ans, en général, on leur demande de fermer les yeux, de ne pas bouger tant que la machine fait du bruit. Et les images sont souvent de bonne qualité. Et je fais quasiment exclusivement des images 10 secondes qui me donnent déjà toutes les réponses.
Cela nécessite de faire une formation en radioprotection dont vous parlera Pierre tout à l'heure, qui se fait en ligne et qui permet, donc il y a deux formations, une formation de radioprotection des personnes et des patients. Et il y a nécessité d'avoir une personne compétente en radioprotection. En ce qui me concerne, il y en a de plus en plus des personnes compétentes parce que comme beaucoup de dentistes ont maintenant des CONBIM, les gens qui s'occupent de faire la prestation pour les DASRI, ceux qui récupèrent mon matériel chirurgical, ce sont les mêmes. Donc, la facturation, chez moi, c'est 450 € par an et il vient faire un contrôle de la machine pour vérifier si tout est bien. On reçoit un badge de l'IRSN. Ce badge, on ne le porte pas. Il y a un badge qui est mis à l'extérieur de la pièce et l'autre qui est mis à distance. Et donc, environ tous les 3 mois, on reçoit un nouveau badge que l'on renvoie directement. Il y a assez peu d'études concernant le CONBIM, en particulier en ORL. On retrouve quelques études sur le CONBIM pour l'implantation cochléaire, mais sinon en préimplantaire, avec les recommandations de la Société française. Mais la littérature est très pauvre, ce qui est vraiment dommage parce que c'est un outil qui est extrêmement utile. En conclusion, comme je voyais tout à l'heure sur une des questions, je pense que aussi bien les ORL libéraux que les hospitaliers peuvent et devraient s'équiper parce que c'est vraiment une machine de consultation d'ORL. Elle a certes un coût, mais comme vous le verrez sur le film tout à l'heure, faire un CONBIM, c'est vraiment très rapide et ça donne des réponses sur énormément de problématiques qui sont notre quotidien. Et en moyenne, sur une consultation, je fais au minimum 4 à 5 CONBIM dans la journée au vu de l'activité que je fais. Voilà. Et on verra tout à l'heure pour les questions. Je laisse la parole à Pierre. Merci Eric. Juste une question avant que je continue. Une question toute simple. Est-ce que le CONBIM va remplacer le scanner classique, normal? Alors, moi, mon idée est qu'en discutant avec les radiologues, le scanner des sinus, ce n'est pas leur principale utilité. Et donc, si les radiologues et les ORL étaient équipés, vu l'irradiation et la qualité, je pense, mais Philippe va peut-être me le confirmer, que le CONBIM est le remplaçant du scanner sinus-oreille. Alors, attends, Philippe, on va, si tu peux réactiver ton micro. Voilà. Alors, effectivement, dans les vacations de scanners que l'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de radiologues qui sont équipés, pratiquement tous les gros cabinets de radiologie, enfin, je vais vous parler des Parisiens, sont équipés maintenant d'un CONBIM parce que ça dégage les vacations de scanner et puis ça permet d'avoir tous les sinus en 20 secondes, 30 secondes et grosso modo en une demi-heure, le patient est reparti avec son examen. Donc c'est un appareil qui s'est effectivement énormément développé et qui nous libère. Alors ça ne remplacera pas le scanner pour des coupes très fines d'oreilles. Ça, il est certain que si vous voulez voir une fissure cochléaire, si vous voulez voir des traumatismes, vous êtes obligé de passer par un scanner. Ça, c'est normal. Un petit collet, vous avez des chances de passer à côté sur un CONBIM, mais le CONBIM, il va déjà vous donner une image de débrouillage. Après, on repasse sur un scanner, mais d'emblée, de prime abord, sur des pathologies simples, il est préférable, même nous, en cabinet, c'est d'abord un CONBIM, et puis ensuite, si on a besoin, on fera un scanner, mais on ne va pas directement au scanner maintenant. Très bien. Et une autre question. Je suis associé avec un stomato et dentiste. Ils me disent que l'on ne peut coter l'acte de radio en même temps que la consultation. C'est vrai. On n'a pas le droit de coter un acte technique sur une consultation. Oui, alors oui, comme tous les
exact. On ne peut pas coter une consultation avec un audiogramme. Maintenant, par contre, on peut coter en association un cone-beam et une fibroscopie. Et c'est vrai que très régulièrement sur les pathologies nasales, on va faire une fibroscopie et on va pouvoir le faire dans le même temps. L'autre chose est que la cotation, c'est pour le cone-beam sinus. La cotation n'existe pas pour le cone-beam oreille. Donc, ce qui pose quelques problèmes. Oui, mais elle est cotée dans la maxillo. Quand on rentre dans la maxillo-mandibulaire, on rentre dans l'oreille, on tourne autour de l'oreille. Une autre question, mais on va le repréciser, mais on demande quelle est votre cotation précise. LAQK 27, 0,27. LAQK 0,27. 0,27. 69 €. LAQK 0,27. Eh bien, parfait. Il n'y a pas d'autres questions. On continue. On va vous présenter maintenant un examen de A à Z en vidéo. Donc, vous allez comme ça voir vraiment exactement ce qui se passe. On ne peut pas faire plus concret. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un scanner pour que l'on puisse voir les différentes données correspondant au sinus. D'accord? Donc, on va passer dans la pièce d'à côté. Je vous laisse vous asseoir sur le siège là. On va régler la hauteur. Vous allez pouvoir poser votre masque et les lunettes devant vous. Vous n'avez pas de risque d'être enceinte? Non. Très bien. Donc, on rentre dans le logiciel. Ensuite, on va indiquer les coordonnées de la patiente. On a mis un poste déporté pour la facilité. On sauvegarde les données patientes et on va pouvoir commencer l'acquisition. On sélectionne le nombre de séquences et on va régler la hauteur avec le laser rouge en mettant pour les sinus à la hauteur du tragus. Vous allez pouvoir fermer les yeux et surtout ne pas bouger. On n'utilise pas le bandeau de tête en période de Covid. Ensuite, on quitte la salle et on appuie sur le bouton de déclenchement sur un sinus de 20 secondes. Une fois que la lumière blanche s'éteint, on attend que la rotation soit terminée. Voilà, vous allez pouvoir prendre vos lunettes. Et on va passer par ici. À ce moment-là, on a un petit bouton qui nous permet de basculer directement sur les images issues du scanner et de pouvoir partager avec le patient les différentes images du sinus en fonction des coudes. On sélectionne ce que l'on cherche et on fait défiler automatiquement une coupe de scanner. On voit qu'il y a une absence de sinus frontaux, des sinus maxillaires qui sont normaux
en arrière les sinus sphénoïdaux et en arrière, on a un abord des ATM que l'on peut voir aussi sur les coupes sagittales. Les ATM sur les coupes sagittales sont bien visibles à la partie postérieure. On peut voir à ce moment-là des pathologies liées à cet ATM. Sur ces coupes-là, on peut obtenir des coupes plus précises, ce qui permet, sur des granulomas pulpicaux ou des pathologies dentaires, d'avoir des détails plus précis. Directement sur les images, en les faisant défiler assez rapidement. Voilà. On peut obtenir aussi des coupes 3D qui sont utiles pour des reconstructions, en particulier traumatiques, ou faire on peut aussi faire des découpages type panoramique dentaire avec la boîte à outils. Mais ça, on le verra secondairement. Voilà, donc vous avez pu voir un examen. Vous avez vu que pour acquérir l'image, ça va extrêmement vite. Il y a 2 questions qui ont été posées. La première, c'est qui revient sur la cotation, quel est l'acte exact, quel est le montant de la cotation qu'on a citée. Donc, c'est l'AQK 027, c'est 69 €. Et quelqu'un demande quel est le montant d'une cotation qui est GAQE 001. Alors, personnellement, je ne connais pas cette cotation-là. Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx. Lorsqu'on fait, on peut associer les deux. Et à ce moment-là, on divise le deuxième par 2. Donc, quand on fait LAQK 027 plus GAQE 001, et il faut à ce moment-là, parce que comme les CONBIM effectués par les dentistes en préimplantaire ne sont pas pris en charge, il faut soit sur la feuille de soins rajouter un X, soit mettre remboursable pour que notre acte puisse être remboursé. Il faut faire très attention, si on ne le fait pas, eh bien, si on ne marque pas remboursement sur la feuille de soins électronique, ça n'est pas remboursé. Bon, moi, je suis en secteur 2, donc je prends un dépassement sur l'acte. Voilà. Mais j'associe très souvent, puisque très souvent je fais une fibroscopie, enfin une fibroscopie nasale, donc un GAQE 001, que j'associe à mon acte de CONBIM. D'accord. Très bien. Pour les enfants, oui, l'anesthésie pour les enfants. Alors, moi, je fais… Donc, juste Eric, pour dire la question posée, je ne sais pas si tout le monde peut voir, c'est pour les enfants, y a-t-il besoin d'avoir une anesthésie pour les enfants? Oui, alors en fait, moi, je ne fais pas de CONBIM, en gros, en dessous de 5 ans, parce que je n'ai pas vraiment besoin. Donc, je fais pas. À partir de 5 ans, aucune anesthésie. À partir du moment où un des parents est à côté, qui lui tient la main, en général, vraiment, ça se passe très bien. Et après 7 ans, sauf des enfants très anxieux où je dis aux parents de venir, mais le reste du temps, ça pose aucun problème sans aucune anesthésie. Alors, je vais vous rajouter une expérience parce que j'ai énormément travaillé avec Necker Enfants Malades, notamment pour les malformations de la face et du crâne. On avait donc des enfants qui pouvaient avoir 5 ans ou moins de 5 ans. Eh bien, on faisait la chose suivante, c'est que moi, je n'étais pas partisan de prendre les parents, je les faisais rester à côté. Et surtout, on leur faisait la démonstration assis avec un tour, puisque vous pouvez faire votre examen sans rayon, c'est-à-dire que vous tournez à vide et vous faites voir à l'enfant. Et ce que je faisais personnellement, je suis désolé, mais j'ai toujours fait comme ça, c'est moi qui rentrais dans la salle de radio, c'est moi qui déclenchais et je me mettais en dessous, c'est-à-dire à genoux, en dessous de l'enfant, en dessous du tube. Durant toute ma carrière, parce que nous étions à l'époque badgés, on est encore badgés, mais je n'ai jamais eu un seuil maximum
d'irradiation, c'est-à-dire qu'en dessous, j'étais accroupi et je tenais les mains de l'enfant. Je n'ai jamais été irradié de façon anormale, c'est-à-dire que j'ai eu des doses très faibles. Le SCPRI me renvoyait à l'époque mes doses et par année, j'étais largement en dessous du seuil. Voilà. Bon, ça, c'est une expérience. C'était la mienne parce que j'ai fait beaucoup de pédiatrie et que je préférais être moi avec l'enfant que les parents avec l'enfant. Moi, j'ai toujours évacué les parents et je me suis toujours mis sous les rayons, enfin, ou à côté des rayons, voilà, que ce soit ça ou d'autres radios. Voilà. Mais ça, c'est une expérience personnelle et c'est juste pour vous dire que il ne faut pas avoir peur du rayonnement. Voilà. J'en ai fait l'expérience toute ma vie, pendant plus de 45 ans. Je continue à en faire. Et c'est pas, y a pas de danger. Enfin, vous n'aurez pas plus de tumeurs qu'une personne qui n'aura pas été exposée. J'ai pas plus, de par expérience, j'en ai pas plus que mes collègues qui n'ont pas fait radio pour faire d'autres spécialités. Voilà. Très bien. Il y a une autre question et je vais justement y répondre dans mon intervention. Donc, combien faut-il faire d'examens pour rembourser l'achat par mois? Donc, effectivement, la personne qui la pose, vous tombez très bien. Donc, je vais vous parler des prérequis de l'installation d'un cône BIM. Puisque donc on l'a vu, il y a une radioprotection, il y a une réglementation concernant la radioprotection qu'il faut respecter. Cette réglementation, en tout cas en France, elle évolue assez souvent. Récemment, elle a encore évolué plutôt dans le bon sens pour vous, puisqu'on va vers un assouplissement des contraintes pour les cônes BIM. En effet, ils ne sont plus mélangés avec les scanners, mais ils sont affiliés à la radiologie conventionnelle. Donc, vous l'avez vu avec le docteur Philippe Katz, le cône BIM émet 10 fois moins, jusqu'à 10 fois moins, suivant les différents protocoles que vous allez utiliser, qu'un scanner conventionnel de la tête. Donc, le fait de ne plus les mélanger avec les scanners traditionnels, évidemment, va dans le bon sens. Donc, vous devez protéger les lieux. Votre installation doit être conforme à la réglementation de l'ASN. Il y a plusieurs autorités en France, plusieurs organismes, mais c'est celui-là, donc l'autorité de sûreté nucléaire, qui fait référence, suivant une norme, donc la norme 2017. Les premières actions à faire pour votre pièce, c'est d'établir d'abord une note de calcul. Ensuite, d'installer les matériaux de protection, de mettre en place une signalétique spécifique et de procéder aux vérifications après installation. Alors, je vous donne un cas très concret. Vous avez par exemple un cabinet ORL avec une grande pièce de travail, un petit local pour le rangement, une pièce pour l'assistante et puis une autre salle ici. Eh bien, dans le premier cas, le médecin va nous demander d'installer l'appareil dans la plus petite de toutes ces pièces. On va poser le poste informatique juste à côté. Le médecin ne pourra pas être dans la pièce pour procéder à un tir car elle est trop petite. On va ainsi protéger les deux cloisons qui sont ici et changer le bloc-porte. La protection consiste à mettre une paroi avec une épaisseur plomb équivalent plomb à 1,5 mm. On met cette protection à partir du sol jusqu'à 2 mètres au-dessus du sol. La porte, on la change complètement et on met une porte de préférence avec un oculus pour pouvoir voir le patient à l'intérieur. Et puis, on va mettre en place deux paires de voyants à l'intérieur et à l'extérieur. Le rouge qui va indiquer, qui va s'allumer lorsque l'appareil est en route, et le blanc qui va s'allumer lorsqu'un tir est effectué. On met à ce moment-là un boîtier de tir à l'extérieur et vous verrez une photo de cette installation. Autre cas possible, on peut très bien installer, si on nous le demande, l'appareil dans la pièce dans laquelle
Par exemple, le médecin va à la fois faire un tir, mais aussi faire d'autres examens qui n'ont rien à voir avec le code BIM. Dans ces cas-là, on va installer tout simplement un paravent fenêtré, blindé. On va protéger la paroi qui se trouve ici, celle qui se trouve là et cette paroi ici. Alors, pourquoi pas les autres parois que vous pouvez voir? Tout simplement parce que on ne pose pas il n'a pas besoin de mettre une protection dans le cas où vous êtes avec un mur porteur, en l'occurrence le mur qui se trouve ici, les murs qui sont aussi autour. Et puis, pas de protection pour le sol, pas besoin de mettre une protection pour le plafond. Lorsque vous avez un mur en briques ou en parpaing, en général, dans 90% des cas, il n'y a pas besoin de mettre une protection. Sachant que de toute façon, dans ce… je vais dire, on ne fait pas ça un petit peu au pifomètre pour dire tiens, c'est une brique ou c'est du parpaing épais ou fin. La note de calcul fait foi, c'est elle qui nous permet de savoir s'il faut poser une protection ou pas. Dernier point, dans le domaine de la radioprotection, vous avez plusieurs zones, c'est codifié, c'est très clair. La zone qui est la plus élevée et la plus irradiée, c'est la zone rouge. Celle qui l'est le moins, c'est la zone bleue. Le cone BIM se situe dans cette zone-là. Vous êtes dans une zone qui est uniquement une zone surveillée. Alors, les prérequis d'installation, les questions qu'il faut vous poser, puisque si vous voulez acquérir un cone BIM dans votre activité, c'est un cone BIM médical, c'est-à-dire pas un cone BIM dentaire dans ses fonctions. Ça veut dire que vous avez forcément un appareil avec un grand champ et avec de préférence un tube puissant pour avoir une bonne résolution pour les sinus et une résolution excellente minimale, vous n'avez pas le choix pour les oreilles. Donc, les questions qui peuvent se poser, je vous ai mis les photos de différents appareils que vous pouvez trouver sur le marché. C'est de vous dire, est-ce que je vais dédier une pièce pour cet appareil ou est-ce que je la partage avec d'autres examens? Quelle est la taille de l'appareil que je vais acquérir? Quel est son poids? Est-ce que la pièce que j'ai choisie, elle est facile à protéger ou pas? On a vu qu'une fenêtre au premier étage, pas besoin de mettre une protection. Si vous êtes au rez-de-chaussée, là par contre, il faudra protéger cette fenêtre car on ne peut pas la laisser comme telle. Est-ce que vous allez vous placer à l'intérieur de la pièce ou est-ce que vous allez être à l'extérieur pour procéder à un tir? Est-ce qu'il faut une installation électrique spécifique? Certains appareils requièrent de tirer une ligne électrique spécialement pour la consommation de votre appareil. Et puis, certains appareils aussi nécessitent d'avoir une fixation au sol ou au plafond, ce qui est évidemment un petit peu plus contraignant. Je vais vous parler, toujours pareil, très concret, et donc du produit qu'on distribue qui est le Minicat. C'est un appareil donc fabriqué, comme vous l'a évoqué le docteur Hamlin par la société Xoran. C'est tout simplement c'est le fabricant américain qui est le leader dans le monde du cone BIM médical. Donc on a la chance d'avoir un produit dédié aux médecins ORL, en l'occurrence déjà d'avoir aussi, outre le fait que le tube est particulièrement puissant, un patient assis. Donc, dès lors que vous avez un patient assis sur cette machine-là, vous n'avez pas besoin d'avoir une fixation au sol ou au plafond. Elle repose parfaitement sur ses fondations. Elle est extrêmement compacte. On sait que dans les cabinets, il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir une surface très, très grande à dédier pour cet appareil-là, hein. Vous avez d'autres examens aussi. Donc, elle tient dans un environnement extrêmement réduit. Le poids dans cette catégorie d'appareil est particulièrement léger parce que c'est 204 kg. Pas besoin d'avoir une ligne électrique spécifique puisqu'elle est livrée avec un onduleur qui vous permet tout simplement, on vous demande juste une prise électrique classique. Vous pouvez donc choisir évidemment d'être à l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur. La seule contrainte que vous allez avoir sur cette installation, en tout cas pour cet appareil-là, c'est la prise réseau. Voilà, c'est très important. Vous pouvez, grâce à cette prise réseau, vous allez bénéficier d'un suivi technique,
des mises à jour, des sauvegardes dans le cloud, en plus des sauvegardes qui sont locales déjà incluses. Et puis, comme vous l'a évoqué le docteur Hamelin, c'est vrai que c'est extrêmement pratique de donner l'accès aux patients à leur examen, de donner l'accès à vos confrères aux examens que vous avez choisis, et puis vous-même, tout simplement, d'avoir accès à distance à tous les examens que vous avez faits depuis n'importe quel poste informatique dans une clinique, dans un hôpital, chez vous, où vous voulez. Alors voilà quelques exemples très concrets d'installations que nous avons pu réaliser et pour vous montrer que ça tient dans un environnement très compact. Vous avez aussi ici une pièce, cette fois-ci un peu plus grande, mais toujours avec un médecin qui va se placer à l'extérieur. Vous voyez la porte fermée, l'Oculus, les voyants allumés, le poste de tir et la possibilité de stopper à tout moment si besoin est l'appareil. Là, vous avez d'autres exemples, tout simplement d'appareils installés dans des pièces avec un paravent et le médecin, à ce moment-là, est juste à côté pour faire son tir. La dosimétrie, je ne reviens pas dessus, vous avez vu qu'elle était uniquement passive, donc pas besoin de porter un dosimètre sur vous, c'est très pratique. La formation en radioprotection, donc effectivement, il y en a deux, l'une pour les travailleurs exposés et l'une pour les personnes que vous allez exposer à vos radiations. Et ça consiste en 2 heures de e-learning chacune. Et parfois, effectivement, comme vous l'a dit Eric Hamelin, certains parmi vous l'ont déjà acquise. Donc, dès lors que vous allez manipuler un appareil, par exemple de radiographie au bloc opératoire, vous avez déjà cette formation et donc inutile de la repasser. Nécessité effectivement d'avoir une personne compétente en radioprotection. C'est assez lourd ça, c'est-à-dire c'est une personne qui est responsable de la sécurité des travailleurs exposés et du site. Ça leur demande une formation initiale de 2 500 €, mais surtout de 10 jours, et puis de se renouveler tous les 5 ans. Elle doit s'occuper aussi de la vérification périodique interne de votre installation. Elle doit posséder entre autres un radiamètre. Et voilà pourquoi, comme vous le disait Eric Hamelin, la solution choisie, c'est d'externaliser cette prestation-là via un prestataire. Donc, la chronologie d'une installation pour vous. Vous allez acheter un appareil. On va d'abord établir une note de calcul de votre installation. On va protéger votre pièce. On va installer notre appareil. On va vous former sur le fonctionnement de l'appareil et du logiciel. Et ça, je vous ai mis que c'était particulièrement intuitif parce qu'en fait, vous avez déjà manipulé des programmes de ce type. Et en fait, on s'aperçoit à chaque formation que l'on peut donner que très vite, vous retrouvez tous vos repères et qu'en fait, pour vous, c'est particulièrement facile. La vérification initiale par un organisme qui est différent du prestataire que l'on va choisir pour rétablir la note de calcul. Ça, c'est dans la réglementation pour éviter d'avoir un seul et même prestataire qui fait tout, puisqu'il serait à ce moment-là considéré comme juge et partie. On doit prendre un deuxième intervenant différent du prestataire. Et en l'occurrence, les deux seuls agréés aujourd'hui en France, c'est l'APAV et la Socotec. Ensuite, on va établir un rapport de conformité qui est une synthèse de la note de calcul et de la vérification initiale par la Socotec ou la PAV. Et puis, procéder, quand il y en a besoin, à cette formation en e-learning pour vous. Et donc, pour résumer un petit peu ce qui vous concerne, vous, directement, vous, médecin ORL, pour avoir une installation conforme, en fait, c'est que 2 choses, puisqu'on s'occupe de tout le reste. Et donc, ça va être uniquement pour vous de nous écouter quand on va vous montrer comment lancer un examen et comment récupérer toutes les images. Et puis, d'avoir cette formation quand vous en avez besoin de 2 fois 2 heures. Donc, tout ceci pour vous dire que malgré toute cette réglementation qui peut paraître assez imposante, qui est obligatoire pour pouvoir avoir une installation conforme, finalement, concrètement, dans le temps que cela va vous prendre, c'est très très court et très léger. Alors, et je terminerai par cela. Quel est le coût pour la radioprotection, pour donc faire intervenir les différents prestataires que je vous ai présentés, protéger votre pièce, et
Et puis, je vais volontairement élargir cette question en vous parlant pas seulement du coût de la radioprotection, mais du coût aussi d'acquisition de l'appareil, des éventuels entretiens, même si en général, c'est une technologie qui requiert très peu d'entretien. Donc, ça, c'est assez pratique. C'est une technologie, je parle pour les Conbeam, assez simple comparée au scanner conventionnel où il faut régulièrement changer le tube et faire des calibrations beaucoup plus importantes que sur les Conbeam. Il faut néanmoins évidemment être en conformité avec la radioprotection pour parler donc de ce coût-là. Et puis, ça vous prend un petit peu de temps de consultation. C'est très rapide, vous l'avez vu avec la vidéo. Hein, c'est un examen, c'est 20 secondes et les images que vous récupérez, c'est quelques secondes aussi. Vous naviguez ensuite dans les images et vous posez un diagnostic. Ça vous prend un petit peu de temps de consultation. Donc, tout ceci, sachant que évidemment le plus coûteux, c'est l'appareil. Quel est-il? Quel est le coût? Alors, pour répondre à cette question qui nous a été posée là dans les questions réponses et qui revient évidemment assez souvent, avant de répondre, je vais tout simplement lancer le premier sondage dont je vous ai parlé, qui est, je vais vous demander quel est le nombre de scans que vous prescrivez. Donc aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas d'appareil ou ceux qui en ont un, évidemment, bon, ceux-là c'est un petit peu particulier, mais pour ceux qui n'en ont pas, dans votre pratique quotidienne, vous prescrivez des Conbeam ou des images en tout cas, d'une manière générale. Combien vous en prescrivez en moyenne par semaine, hein, pas par mois, mais par semaine. Donc, premier cas, vous en prescrivez jamais besoin. Deuxième cas, vous en prescrivez entre 1 et 4 par semaine. Troisième cas, vous en prescrivez entre 5 et 9 par semaine. Quatrième cas, vous en prescrivez entre 10 et 15 par semaine. Et dernier cas, dernier cas, vous en prescrivez plus que 15 par semaine. Donc, vous seul, hein, évidemment, si vous êtes associé, on parle juste pour une seule personne. Et le dernier cas, c'est les heureux possesseurs qui en ont déjà un. Évidemment, à ce moment-là, vous n'en prescrivez pas. Tout le monde a répondu. Je vais mettre fin au sondage et vous présenter le sondage, le partager avec vous. Donc, 6% d'entre vous n'en prescrivent jamais. 53%, donc c'est la majorité entre 1 et 4 par semaine. 29% entre 5 et 9 par semaine. Et 12% entre 10 et 15. Alors, la réponse à cette question, en gros, c'est de se dire combien de scans par semaine est-il nécessaire pour pouvoir amortir l'ensemble des coûts pour avoir un Conbeam. La réponse, c'est vous avez un équilibre. On estime que vous avez un équilibre à partir de un besoin de 5 scans par semaine, soit une vingtaine de scans par mois. Donc ça, c'est pour un médecin seul. Si vous êtes deux, évidemment, c'est 2 fois moins. Et notre expérience, parce que bon, ça fait un petit bout de temps, donc ça fait un peu plus de 2 ans, comme je vous l'ai dit, qu'on distribue l'appareil. Notre expérience, c'est que en fait, vous sous-estimez en général, hein, la plupart de ceux qui l'ont acquis nous expliquent que d'abord au quotidien, volontairement, ils se restreignent un peu parce que dans certains cas, c'est un peu limite. Ils se disent, bon, est-ce que je vais vraiment envoyer un patient, faire une image, est-ce qu'il va revenir, etc. Donc, je laisse tomber dans quelques cas. Et en plus, évidemment, quand vous avez l'appareil sous la main, sans évidemment faire un scan à tout le monde, mais quand vous en avez besoin, l'appareil étant juste à côté, l'examen étant rapide, c'est un bénéfice patient évidemment énorme et donc vous en faites un petit peu plus que ce que vous pensiez faire à vous seul. Donc, en tout cas, pour se lancer dans l'expérience et dans l'acquisition d'un outil qui est particulièrement effectivement pratique pour vous et pour votre patient qui va se faire beaucoup moins irradier et puis qui va avoir un avis par un professionnel et pas forcément par quelqu'un qui fait beaucoup d'images sans forcément être spécialisé dans la sphère ORL, comptez à peu près 5 par semaine
quand vous êtes à ce niveau-là, l'appareil, quel que soit l'appareil retenu, va être complètement amorti et vous serez sur un budget équilibré. Voilà. Alors, il y a une question qui m'est posée sur l'installation à l'étranger. On travaille avec un fournisseur américain qui a une antenne basée en Europe et qui a à peu près 700 produits installés dans le monde. Donc, ça pose évidemment pas de souci où que ce soit pour intervenir. On a des projets d'installation aussi dans les dom-toms qui sont pour nous en France évidemment assez loin. Et donc, voilà, c'est totalement faisable et on pourra vous donner un chiffrage beaucoup plus précis hein, si vous le souhaitez. Vous nous recontactez. Il y a mon email à la fin de ce webinaire. Alors, il y a une question. Si j'ai bien compris, on ne peut coter que les sinus, les oreilles, la traumato, les dents, l'ATM. Comment vous faites? Voilà, bonne question. Il n'y a qu'une seule cotation. De toute façon, vous ne pouvez pas utiliser autre chose, que vous fassiez un dentascanner, non pas pour implant, mais pour rechercher des foyers infectieux, que vous fassiez un sinus, que vous fassiez des condyles mandibulaires, que vous fassiez une oreille, que vous fassiez n'importe quelle région. De toute façon, vous n'avez qu'une seule cotation. Donc, vous avez à mettre LAQK 0,27 et vous cotez 69 €. Il n'y a pas d'autre solution, puisqu'en France, malgré les recommandations de la Haute Autorité de Santé, à laquelle j'ai appartenu pendant de nombreuses années, eh bien, la CNAM, elle, ne bouge pas de ses positions. Enfin, c'est comme ça, c'est inadmissible, mais il faut le prendre malheureusement avec des directeurs de CNAM avec lesquels on a discuté et qui n'ont jamais voulu entendre quoi que ce soit. Alors, je vais quand même, j'en profite pendant que j'ai la parole parce que je voudrais faire une comparaison. Voilà, c'est 69 € à l'AQK. Hein, vous faites un scan, enfin vous faites un cone beam. Je m'excuse, vous ne faites pas un scanner. Vous faites un cone beam et vous allez empocher 69 € hein, d'examen. Bien. Maintenant, nous allons, nous, au scanner, et nous allons faire un scanner en convention, puisqu'ils sont la plupart en secteur 1 en province. Eh bien, il faut vous dire que l'acte au scanner d'un crâne ou d'une oreille, il est de 25,27 €. Voilà, le médecin touche 25,27 €. Le forfait technique étant dédié à la clinique pour l'appareil. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande différence entre les 25,27 € que vous pouvez toucher, que nous touchons en tant que prestataire de scanner dans une clinique ou dans un hôpital et le code BIM. Et c'est la raison pour laquelle, pratiquement, je vous le disais, tous les cabinets de radiologie parisiens se sont équipés d'un cone beam parce que c'est une machine qui permet de faire rapidement et vous n'êtes pas perdant. Vous serez jamais perdant sur un cone beam. Voilà, si vous voulez avoir mon avis, vous achetez un cone beam, vous faites au moins 5 examens. C'est pas possible d'en faire moins. Je pense qu'Éric en fait beaucoup plus, il en fait de plus en plus, parce que vous pouvez pas voir un patient sans avoir envie d'aller savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Or, quand vous l'avez chez vous, eh bien, vous allez, je dois dire que vous créez votre propre besoin, voilà, et vous êtes gagnant, contrairement à envoyer un scanner où vous allez attendre environ 3 semaines, 1 mois, les délais sont à peu près de cet ordre-là. Vous préférez avoir votre patient tout de suite. Voilà, je voulais juste vous faire le comparatif entre le prix de l'acte d'un scanner pour un médecin, c'est 25,27 €. Le prix de l'acte pour vous, c'est 69 €. Même si on fait rentrer le prix de la machine, vous êtes toujours gagnant. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que pour tout ce qui est pathologie dentaire, traumato, le scanner inclut les sinus. Donc, de fait, c'est un scanner qui prend les sinus. Donc, on peut le coter comme un scanner des sinus. Après, le problème se pose éventuellement pour l'oreille, où on a une acquisition très précise sur l'oreille, sur un temps d'acquisition de 30 secondes qui va vraiment centrer sur l'oreille. Je vous montrerai tout à l'heure sur une image. Donc là, on est vraiment que sur l'oreille.
Et en pratique, moi, je le code quand même. Voilà, c'est un peu une assimilation. Quand je fais un cone beam 30 secondes oreille, je le code quand même sur la même cotation, alors que normalement, la cotation pour l'oreille n'existe pas. Voilà. Je fais moins de scanners très précis sur l'oreille, enfin de cone beam très précis sur l'oreille, mais il m'arrive aussi de faire des cone beam qui prennent l'oreille et nez sinus, qui permettent de voir la trompe de Stage, le cavum, pour évaluer, je dirais, la totalité des choses. À partir du moment où on a une image qui va être à champ plus large et qui prend les sinus, on a quand même fait un cone beam prenant les sinus. Donc voilà, c'est un peu une assimilation, mais je pense qu'on est, enfin, en ce qui me concerne, les cone beam très précis sur l'oreille, j'en fais pas énormément. Donc, on va passer au cas clinique. Donc, un patient de 70 ans qui avait un antécédent de thrombose de l'artère centrale de la rétine à gauche, donc avec une cécité gauche, et qui, pendant le confinement, s'est présenté avec une image de la fosse nasale, avec des douleurs vraiment intenses, pourtant pas trop de surinfection, et donc je l'ai opéré pendant le confinement. Dans la mesure où il a une cécité à gauche, une fois l'intervention effectuée, il a refusé la radiothérapie à droite. Donc, la question de la surveillance de ce patient se pose. Quelle est votre attitude sur la surveillance? Pierre, si tu peux partager le quiz. Oui, excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Alors, oui, tout à fait. Premier cas, le patient de 70 ans. Voilà. Donc ça, on aime bien avoir vos avis. Et comme tout à l'heure, on vous présentera directement sous forme de sondage en statistique. Donc, à votre souris, pour cliquer sur là où les réponses, hein, vous avez un choix multiple possible. On va vous laisser un petit peu moins de temps, comme ça on aura la possibilité de vous présenter un ou deux autres cas cliniques. Voilà. Alors, on va mettre fin au sondage, si tout le monde a répondu. Et on partage les résultats, donc une très grosse majorité pour la nasofibroscopie. Très bien. Donc, effectivement, à la nasofibroscopie, on voyait assez bien. Le problème, c'est qu'il y avait une zone antérieure. Une zone antérieure, ici, qui était un peu cachée parce qu'il y avait une petite bride dans cette partie-là, qui pourtant ne correspondait pas trop à la zone opérée. Mais cette petite partie-là est cachée. Et donc, ça a permis de contrôler cette partie-là pour vérifier au cone beam 10 secondes, effectuées tous les 3 mois, de vérifier qu'il n'y avait pas d'évolution dans cette zone-là et ça ne se correspondait qu'à une bride, la bride cachant la vision en arrière. Le cas numéro 2, c'est un enfant 9 ans, non obèse, qui est adressé par l'orthodontiste. Je trouve qu'on voit de plus en plus de patients adressés par les orthodontistes et je pense que c'est vraiment une bonne chose, qui présentait ronchopathie, apnée d'après les parents. À l'examen, il avait des amygdales qui n'étaient pas très volumineuses, une fosse nasale normale, la nasofibroscopie, des végétations qui étaient de taille moyenne. Sur la polygraphie, vous voyez qu'il a un petit peu d'hypopnée, un peu d'apnée en position dorsale, donc avec un index à 4 qui est déjà chez l'enfant une apnée qui est sévère, mais avec un index d'activité important qui minimisait un petit peu l'examen. Peu de désaturation, mais on voyait un rythme cardiaque un peu élevé, un peu de ronflement. Quelle est votre attitude? Alors, je vais lancer le sondage. Voilà. Donc, pareil, on vous laisse un peu plus de 30 secondes pour pouvoir répondre. Enfant de 9 ans, sans surpoids et avec une IRM, PSG, TDM.
amygdalectomie, réduction amygdalienne, rééducation myofonctionnelle, abstention thérapeutique ou autre. Voilà, on va mettre fin au sondage. Si vous avez tous pu répondre, attention. Allez, parfait. Et voilà les résultats. Très bien. Alors, c'est vrai que les PSG, moi je fais des PSG chez l'enfant, mais c'est toujours un peu compliqué. Je les fais en ambulatoire. C'est pas toujours très simple. Et en fait, je milite dans le cadre de l'apnée de l'enfant pour le CONBIM qui donne des résultats qui sont impressionnants. En l'occurrence, chez cet enfant-là, le problème, c'est que quand on examine des amygdales bouche ouverte, on a tendance à ouvrir la boîte. Et quand on ouvre la boîte, les amygdales paraissent parfois plus petites. Et chez lui, les amygdales étaient moyennes. Et donc, le CONBIM a permis de vérifier la zone des végétations qui permettent de voir qu'effectivement, elles sont moyennes, que le passage est relativement satisfaisant. Par contre, bouche fermée, ces amygdales, eh bien, elles étaient obstructives dans la partie inférieure. Et ça, lorsqu'il ouvre la bouche, eh bien, c'était pas aussi important que ça. Donc, pour moi, le CONBIM dans l'apnée de l'enfance, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment. Là, l'image est un peu haute, mais on voit le positionnement mandibulaire, les classes 2, la partie postérieure de la langue. Donc, c'est quelque chose qui doit avoir sa place. Bon, il n'y a pas d'indication dans ce cadre-là, mais en pratique, c'est pour moi important. Ensuite, une patiente de 55 ans, on va aller un peu plus vite, qui avait été opérée d'une maladie de base d'eau et qui présentait des acouphènes pulsatiles à droite, avec un bilan général normal, un examen ORL normal. Je suis une patiente un petit peu stressée et chez qui j'avais demandé un avis dentaire qui était normal. Voilà. Et voilà son audiogramme. Quelle est votre attitude ? Alors, juste une petite question parce qu'on a une question juste pour le cas clinique d'avant, je viens de l'avoir. Un participant qui nous dit que la nasofibroscopie donne le même résultat. Ah non, puisque je fais une nasofibroscopie systématique. D'abord, elle n'est pas très simple chez l'enfant et on a du mal à descendre pour bien voir les amygdales vues par le dessus. Et donc, non, c'est pour moi quelque chose de complètement différent. Et donc, l'image au CONBIM l'image au CONBIM est beaucoup, beaucoup plus précise. D'accord, très bien. Alors, en même temps, j'ai lancé le sondage du coup sur ce cas clinique numéro 3 et la conduite que vous choisissez quand vous avez, si vous aviez ce cas-là devant vous, de faire une IRM cérébrale, de la sophrologie, de la kinésithérapie cervicale, un avis par un cardiologue ou un traitement médical autre. Voilà. Si tout le monde a répondu. Pour autre de préférence, si vous pouvez mettre dans les questions-réponses, si vous avez la possibilité. Pour cela. Et je vous partage les résultats. Donc, il y a quand même une majorité de IRM cérébrale. Alors, donc effectivement, donc la patiente a eu une IRM cérébrale qui était normale. Elle a une kiné parce qu'on s'est dit peut-être que ça vient de là. Elle a vu le cardio et finalement, ça a duré à peu près 2 ans jusqu'à ce que j'ai le CONBIM. Et donc je me suis dit, il faut que j'en ai le cœur net. Ça passe pas. Voilà, et en fait, elle avait un gros granulome apical. La dent a été retirée, le granulome a été retiré et l'acouphène est parti. Une
une autre patiente qui… Un dernier cas, hein. Je pense que ce sera un Oui, dernier cas. voilà, une patiente de 58 ans, sans antécédents, qui avait été opérée d'une autospongiose et qui présentait après une rhinotrachéite, une baisse auditive relativement brutale à droite, avec une tympanométrie qui montrait un cathare tubaire, mais ça s'arrêtait là. Voilà, donc quelle est votre attitude? Pareil, on vous laisse un petit peu de temps pour ce dernier cas clinique. Voilà. Parfait. Et on partage les résultats. Donc là, majorité absolue pour le scanner des rochers. Oui, donc le problème que l'on a, c'est que moi je suis sur Blois et qu'en fait, des radiologues qui font l'oreille, j'en ai pas. Et souvent, quand j'ai le CD, je vois pas bien. Et donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Et donc, en l'occurrence, je lui ai fait un Conbeam 30 secondes et voilà l'image zoomée que j'ai eue. Donc, elle avait en fait un déplacement, probablement après un effort de toux, un déplacement de son piston qui était plus dans la fenêtre. Et donc, on lui a repris son piston, on l'a remis en place et elle a récupéré son audition. Voilà. Donc, l'intérêt de ces images-là, c'est qu'on les a en direct, qu'on peut les zoomer, on peut les grossir, on peut choisir l'image de coupe que l'on veut. Ce sont vraiment des très belles images. Parfait. Eh ben, écoute, voilà, superbe image aussi de Blois. Il est 20h30, donc comme promis, notre webinaire est terminé. Merci pour votre participation. Merci beaucoup, Philippe Katz et Eric Hamelin, pour ces explications et cette formation qui, je pense, a été très claire et très simple, et puis pour avoir répondu à toutes les questions. Nous referons sûrement ce webinaire d'ici quelques mois. On l'avait déjà fait au mois de décembre, on le refera aussi, et puis on l'avait fait aussi au mois de mars. Et donc on le refera d'ici 3-4 mois, voilà, si vous voulez nous revoir. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.